Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série de vidéos qui vont nous parler de la valorisation de la matière organique. Ainsi, on va essayer de positionner le problème qui est le suivant. La problématique des déchets ménagers ou autres est avant tout sanitaire et environnementale, causant de la pollution visuelle et de la pollution tout simplement olfactive et autres. Vous voyez ici, par exemple, une décharge à ciel ouvert, ou bien dans le cas où on est obligé de faire un enfouissement, ceci va donc poser un certain nombre de problèmes logistiques qui va demander donc des moyens financiers, et puis la gestion du lixivia, etc., etc. Le coût donc devient important. Et puis l'autre problématique, c'est que la plupart des pays sont obligés d'importer de l'azote, qui d'abord demande des moyens importants en termes d'énergie fossile pour sa fabrication, d'importer le phosphore, d'importer le phosphate. Il est clair que si on va vers une valorisation des déchets, la chose sera de la manière suivante. Les déchets organiques vont être pris en charge par quelques procédés connus, procédés biologiques, qui sont le compostage, le lombricompostage, la biométhanisation ou bien le bokashi. Ces procédés-là, ils vont permettre à la fois une gestion des ressources, une création de la valeur, puisqu'on va créer des fertilisants, donc la création des fertilisants, donc la création de la valeur et la création aussi de l'emploi. Tout ceci contribue à la fois dans le cadre d'une économie circulaire et dans le cadre du développement durable. Alors avant d'aller sur l'ensemble des procédés, on va essayer tout d'abord de les comparer. Et après, j'irai sur le principe de chaque procédé séparément. Parlons d'abord de tout ce qui est classique, qui est le compostage. Le compostage, il peut se faire au niveau d'une villa ou d'une maison individuelle au bout d'un jardin. Moi-même, personnellement, j'en ai un de 400 litres, ce qui fait je gère toute la poubelle ou bien tous les déchets organiques passent au niveau de ce composteur. C'est un procédé aérobie, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de faire des retournements, surtout au niveau des plateformes industrielles, pour incorporer l'air et activer la décomposition de la matière. Le produit final s'appelle le compost. L'avantage, c'est que ce compost ou ce fertilisant, qui est un produit sain de point de vue microbe, du fait qu'on a détruit les pathogènes, on a détruit aussi les graines des mauvaises herbes, et on a ainsi l'amélioration du sol et réduction des déchets. L'inconvénient, par contre, c'est le temps long. Ça prend un certain temps qui peut se chiffrer en plusieurs mois au minimum. Une gestion active, donc être présent continuellement par la gestion du procédé, et il y a possibilité d'odeur. J'ajoute aussi euh, ce procédé-là, qui est aérobie, aboutit à la production du CO2 et aujourd'hui, dans le cadre du rejet des gaz à effet de serre, c'est comptabilisé. Le lombricompostage, quant à lui, c'est un procédé de compostage, mais qui va se faire par des vers de terre. On en parlera donc avec précision au niveau procédé, étant donné que ce sont des couches relativement pas épaisses, donc le procédé est aérobie, et ça aboutit à un vermicompost qui est encore, de point de vue valeur agronomique, beaucoup plus important que le compost. Donc l'avantage, c'est le produit de haute qualité, rapide et à faible odeur. Par contre, il y a un problème, un inconvénient au niveau procédé, c'est la sensibilité aux conditions, la température, l'humidité, les nuisibles, etc. Le troisième procédé, qui est la méthanisation, qui est connu depuis très très longtemps et qui est utilisé, c'est un procédé anaérobie. C'est-à-dire, on enferme les déchets dans une enceinte ou dans une fosse en absence d'oxygène.
C'est une fermentation anaérobie et qui va aboutir. Donc, c'est un type de micro-organisme particulier qui va se mettre en route. Et le résultat est le biogaz, d'un côté. Donc, c'est un mélange de gaz carbonique et de méthane, CO2, CH4. Et puis, ce qui reste liquide, le digeste. Donc, l'avantage, c'est de la production de l'énergie, donc réduction des déchets, et aussi le digestat qui va servir comme fertilisant. Par contre, là, si on veut travailler à l'échelle industrielle, ça demande, c'est des coûts d'installation relativement élevés. Néanmoins, il y a des fermes individuelles qui ont installé des choses relativement rudimentaires et qu'ils utilisent. Le kobashi, c'est un procédé qui vient de l'Asie. C'est un procédé anaérobie et dans lequel il y a un certain nombre de micro-organismes. Entre ceux qui produisent le CO2 et ceux qui assimilent le CO2, logiquement, on arriverait à un bilan nul en termes de rejet de gaz à effet de serre. Si on le fait à l'échelle individuelle dans une maison, on aboutit à un engrais liquide et cet engrais liquide peut être utilisé après dilution pour fertiliser les plantes. Mais par contre, à l'échelle industrielle, on arrive aussi à un engrais solide. L'avantage, c'est simple, aboutit à la réduction des déchets, pas du tout d'odeur, mais par contre, c'est un procédé qui est relativement peu connu et il y a encore une certaine variabilité des produits fabriqués. Parlons maintenant, parlons maintenant du compost. Quel est le principe du compost? Le principe est simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un procédé biologique dont la transformation se fait en aérobiose et qui aboutit à la production de substrats sains, biofertilisants pour les plantes. Les matériaux utilisés sont les déchets organiques d'une façon large, mais dans lesquels on va respecter deux catégories. Nous avons les matériaux riches en carbone, ce qu'on appelle les matériaux bruns, les tiges, les feuilles, les feuilles sèches, la paille, etc., et qui vont apporter du carbone. Et puis, il y a les matériaux dits verts et qui seront riches en azote. Les déchets de jardin, le gazon, les épluchures de légumes, les déchets agroalimentaires, etc., et qui vont contribuer et aider à la décomposition. Il faut obligatoirement un rapport bien précis entre les matériaux bruns et les matériaux verts, c'est-à-dire un bon rapport carbone-azote qui est à peu près du tiers au quart pour bien mener le procédé. Les micro-organismes, quant à eux, qui sont naturellement présents dans la matière première et qui sont généralement les bactéries et les champignons, mais il peut y avoir aussi quelques algues qui seront présents, on en parlera tout à l'heure. Les étapes du procédé, c'est tout d'abord la préparation de la matière première, la collecte, la coupe, le broyage éventuellement s'il y a des branches d'arbres, le mélange, grossièrement, 3 volumes du brun, matériau brun, pour un volume du matériau vert pour avoir un bon rapport carbone-azote. Ceci va être empilé sous forme de ce qu'on appelle un mondain, et puis à partir de là, on va laisser la fermentation, bien la culture microbienne, démarrer. Évidemment, l'empilement est fait dans une aire de compostage ou bien à la maison dans un composteur et il faut obligatoirement une bonne aération. La décomposition se met en route, donc les micro-organismes vont commencer à se développer. Et à partir de là, il va y avoir une augmentation de la température. La température va aller vers 55-70 degrés et qui est très très intéressant parce qu'à 70 degrés, nous sommes au-dessus de la température de la pasteurisation qui est à 63 degrés, dans laquelle on va détruire les micro-organismes pathogènes, ils ne seront pas donnés aux plantes, et dans lesquels on va détruire aussi les graines des mauvaises herbes. Et ce qui est beaucoup plus intéressant que de ramener du fumier, parce que l'agriculteur, quand il ramène le fumier, il ramène les grains des mauvaises herbes, et pour se débarrasser des mauvaises herbes, il faut qu'il traite avec des produits chimiques, et ceci n'est pas compatible avec la démarche de valorisation biologique.
Nous avons aussi obligatoirement une aération et une humidification. L'aération, c'est pour, à un moment donné, quand l'activité biologique commence à descendre, ben, il faut ramener de l'oxygène pour réactiver tout ça. Et en même temps, on en profite pour ramener de l'humidité. Vous le voyez ici, par exemple, une machine tirée par un tracteur et qui va retourner l'ondin complètement. Et en même temps, voyez des bus d'humidification et l'on voit de l'air en même temps. Alors, on constate dans le diagramme suivant l'évolution de la température en fonction du temps. On voit ainsi que la température passe de la température ambiante vers à peu près 70 degrés avant de commencer à refroidir et puis se stabiliser. Évidemment, à ce niveau-là, il peut y avoir deux, trois retournements de telle manière à maintenir le produit pendant au minimum 3 semaines à une température relativement élevée, ce qui permet de détruire les pathogènes et les grains des mauvaises herbes. Une fois qu'on a abandonné à ce moment-là, après la phase de décomposition, nous avons la phase de refroidissement et après, on va vers la maturité du produit. Et cette maturation du produit, il va y avoir une stabilisation du produit, il va y avoir un changement de couleur, il va y avoir une réduction du volume également. Et puis après, la finition, c'est-à-dire le tamisage, l'emballage et l'utilisation chez l'agriculteur. Les micro-organismes, quant à eux, qui interviennent, nous avons les bactéries du sol, les bactéries qui viennent dans la matière et dans les actinomycètes. Et ceux qui connaissent les actinomycètes sont des micro-organismes qui ont une forte capacité hydrolytique des matériaux. Nous avons aussi les champignons appelés ou bien les mycètes, comme des protozoaires et des algues. Les micro-organismes, eux, vont être classés selon deux principes, soit selon la fonction biochimique au sein du compost, et à ce moment-là, on a affaire à des amylolytiques qui vont dégrader l'amidon des plantes, à des protéolytiques qui vont dégrader les protéines, et à des nitrificateurs qui vont s'attaquer à tout ce qui est matière azotée, acides aminés, bases puriques, etc., qui viennent de l'ADN ou autres. Et on peut avoir une deuxième type de classement qui sera selon la température, où on va avoir des mésophiles qui vont se développer à température ambiante allant jusqu'à 30-37 degrés, voire 40 degrés, et on a des thermophiles qui, eux, vont continuer à se développer à des températures de 50-55 degrés. Alors, l'avantage de ce compost, tout d'abord, c'est la réduction des déchets et la gestion durable des ressources, l'économie circulaire, etc., et la création de la valeur à partir de quelque chose qui était destiné à être nuisible. Et puis la réduction des besoins en fertilisants chimiques, ce qui va jouer dans les deux cas, dans le sens du gain financier et le bénéfice pour l'environnement et le développement durable. Au niveau de l'agriculteur, la fabrication d'un amendement du sol, cet amendement qui va assurer la santé du sol, on parle bien de la santé du sol parce que le sol est vivant, il n'est pas inerte, il contient beaucoup d'organismes vivants. Il va assurer la structuration, améliorer la structuration du sol. Et qui dit un sol bien structuré dit une croissance de plantes saine et harmonieuse. Et puis également une bonne rétention d'eau grâce à la matière organique. Et qui dit rétention d'eau dit lutte contre le stress hydrique qui défavorise la croissance et la production des plantes. Et tout cela pour une bonne croissance des plantes. Et puis en même temps, assurer une biodiversité du sol, c'est-à-dire permettre à tout un ensemble de micro-organismes de se développer. N'oublions pas que ces micro-organismes qui se trouvent dans le sol vont assurer, mettre à la disposition de la plante des nutriments. Ils vont mobiliser des nutriments tels que le phosphate, qui peut être insoluble, donc ils vont le mobiliser pour le faire venir vers les plantes. Et puis, il y a des micro-organismes, particulièrement ceux qui sont endophytes, qui vont s'installer au niveau des racines. Ceux-là, ils vont produire un certain nombre de molécules qui sont des analogues par exemple, des analogues d'hormones de croissance racinaire ou bien des tiges, et ils vont favoriser les rendements de production. Ils vont aussi jouer un rôle important sur l'accumulation d'un certain nombre de métaux au niveau des plantes qui peuvent être bénéfiques pour l'homme.
comme ils vont jouer aussi sur la qualité gustative et nutritive des fruits ou bien du résultat de la plante et pour le bénéfice toujours de l'eau. La valeur agronomique, quant à elle, sans rentrer dans les détails, vous voyez ici que sur 10 tonnes du compost, on va apporter 1700 kilos de matière organique, ce qui est très très important, et on va apporter aussi de l'azote total, 68 kilos, 43 kilos de phosphore et 101 kilos de potasse. Et tout ça, entre parenthèses, il vient du recyclage de la matière organique. Donc, le pays sera dispensé d'aller acheter ça à l'étranger, qui est ce qu'il a demandé, donc des devises, etc. Le compost, cet exemple ici, c'est le compost qui vient du fumier de cheval. Ce compost n'apporte pas que ce que je viens de dire, mais ça apporte aussi tout un ensemble d'éléments minéraux. On voit ici le calcium, le magnésium, le soufre, le cuivre et le zinc, et qui ont aussi donc en équivalence par rapport à 10 tonnes, et qui ont une valeur, un rôle important à jouer au niveau de la croissance des plantes. Voilà, j'arrive à la fin de cette diapo, de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques informations et je continuerai la suivante sur les trois autres procédés. Je vous remercie et à bientôt.